Bonjour Manuel Valls. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes ancien Premier ministre, vous êtes ministre d'État, ministre des Outre-mer. On va évidemment parler de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Réunion puisque vous êtes revenu ce week-end. On va parler aussi de la menace existentielle que représente désormais, selon les mots d'Emmanuel Macron, la Russie. Mais je voudrais d'abord parler de ce qu'il se passe en Allemagne parce que je ne sais pas si vous avez entendu, il y a le nouveau plan de gouvernement qui a été dévoilé ce week-end par le nouveau chancelier, le chancelier Merz. Une remise en cause totale de la politique migratoire d'Angela Merkel, qui avait accueilli 1 million de migrants, principalement issus de Syrie, alors même que vous étiez Premier ministre. Friedrich Merz, qui parle du chaos, je cite, d'une politique d'asile et d'immigration mal orientée depuis 10 ans. J'ai retrouvé les titres des journaux à l'époque, lorsque Angela Merkel a décidé d'accueillir tous ces migrants, et que vous l'aviez critiqué. Le Figaro, Manuel Valls charge la chancelière allemande et resserre l'accueil des réfugiés. Les Échos, pour Manuel Valls, la politique de Merkel n'est pas tenable dans la durée. L'Opinion, le Premier ministre Manuel Valls critique sévèrement la politique migratoire de Merkel. Et Libération, le plus beau pour la fin, face au courage de Merkel, la lâcheté de Valls. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? D'abord, vous me renvoyez à il y a 10 ans, mais sur ce sujet, j'avais raison. Et j'avais été un des rares dirigeants européens à interroger et à critiquer donc la politique d'ouverture absolue et totale de Angela Merkel, alors qu'elle était en effet saluée par toute la presse nationale et européenne. Et je souligne d'ailleurs qu'avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, nous n'avions pas mené la même politique. Nous avions mené une politique d'accueil, évidemment, des réfugiés syriens, mais nous n'avions pas ouvert les frontières parce que nous craignions les conséquences sur nos sociétés. Rappelez-vous, quelque temps après, de cet article de cet intellectuel franco-algérien, Kamel Daoud, qui, dans un long papier, avait souligné la violence et les agressions sexuelles d'un certain nombre de migrants un 31 décembre à Cologne, comment il avait été lui-même accueilli. Donc, et puis, soulignons aussi peut-être les changements que l'Allemagne est en train d'opérer. Elle doit sortir de la dépendance. Mais sous la pression de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sent bien, il y a une montée de l'extrême droite en Allemagne et c'est aussi à cela que répond le nouveau chancelier. Oui, bien sûr, c'était un de ses engagements de campagne, mais pas seulement. L'Allemagne est en train de sortir maintenant depuis 2-3 ans de la dépendance du gaz russe. Elle s'interroge évidemment sur les changements de la politique américaine et le fait qu'il ne pourrait plus bénéficier du parapluie militaire et nucléaire américain. Et le nouveau chancelier, celui qui va être désigné comme chancelier, va être, je crois, un allié très structurant, très important pour la France et pour l'Europe face aux nouvelles menaces. Nous en dirons peut-être un mot. Et il change aussi d'une certaine manière les équilibres financiers puisqu'ils vont investir dans la défense mais aussi dans les infrastructures dont l'Allemagne a besoin. Donc c'est des changements importants et donc sur l'immigration aussi. Vous parlez de la menace, Manuel Valls. Vous avez entendu sans doute les mots d'Emmanuel Macron qui dit « Nous ne toucherons plus les dividendes de la paix ». Sous-entendu, on en a quand même bien profité. Vous en avez profité. Vous, tous les hommes politiques qui jusqu'alors trouvaient sans doute confortable que les Américains payent et que nous, on puisse dépenser. Pas que les politiques, nos sociétés, d'une certaine manière. La France, grâce au général de Gaulle et tous les présidents de la République ont suivi la même doctrine, a toujours eu une attitude différente. Nous avons une véritable indépendance, grâce notamment à la dissuasion nucléaire. Nous sommes, avec les Britanniques, une des rares armées européennes capables de se projeter à l'extérieur. Mais c'est vrai que l'ensemble de l'Europe est en train de sortir d'une forme de naïveté. L'ensemble de l'Europe qui sort d'une naïveté, d'accord, mais c'est vrai que la France, et la question désormais se pose, elle se pose même aux partenaires sociaux qui sont en conclave pour réformer la réforme des retraites. Et la question désormais, c'est est-ce qu'on peut faire à la fois des pensions et des canons ? Et pendant longtemps, peut-être le fait que les canons soient payés par les Américains était bien confortable pour notre politique sociale. Est-ce que vous aviez conscience de cela ? Oui, moi je pense que je fais partie de ceux. Je suis venu souvent sur ce plateau, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pour dire que nous étions en train de changer d'époque. J'étais il y a 1 an et demi à Kiev et j'étais revenu marqué par le fait que tout le monde s'interrogeait là-bas. Mais il faut un plan B si Donald Trump est élu. Eh bien, nous y sommes. Et au fond, la première question, la question fondamentale, Apolline de Malherbe, c'est est-ce que nous sommes capables, nous, Européens, de construire une puissance pour sauvegarder la liberté et la démocratie face, au fond, à la vassalité, au renoncement, à la lâcheté qu'on retrouve, y compris dans la classe politique française ?
La lâcheté, vous voulez dire plutôt des Américains ou d'une partie, c'est quoi cette partie de la classe politique Non, française dont vous parlez? c'est ceux qui renoncent, qui sont prêts aujourd'hui à accepter d'abord le fait établi, c'est-à-dire ce que Poutine représente en termes de menace existentielle pour la liberté et la démocratie. Vous reprenez ces mots. Pour vous, la menace existentielle aujourd'hui, c'est la Russie, Oh, c'est Poutine. il y en a beaucoup, mais en tout cas celle-ci, elle est évidente, et par aussi une guerre, parce que ce n'est pas uniquement la guerre militaire qui est menée, c'est une guerre idéologique, c'est une guerre hybride. Vous voyez ce qui s'est passé en Roumanie il y a quelques semaines au moment de l'élection présidentielle, la déstabilisation. Elle nous concerne à chaque élection en Europe et dans le monde. Parler avec les Polonais, avec les Baltes, avec les Moldaves, avec les Roumains, ce que cela peut représenter comme menace. Donc cette menace, elle est là, et face à cela, il y a toujours ceux qui, d'une certaine manière, s'accommodent de la puissance, de la violence, de la remise en cause de l'état de droit. Et ce qui est en train de changer, au fond, c'est pas la menace russe, elle est présente déjà depuis un certain nombre d'années, c'est le comportement erratique, l'imprévisibilité de l'administration Trump. Mais pardon Et d'insister, c'est ça mais qui nous Manuel Valls, oblige quand vous dites, à réagir. il y a une partie de la classe politique, euh, vous parlez de qui? Quand je lis l'entretien de François Fillon à Valeurs Actuelles, quand je vois un certain nombre de déclarations de responsables politiques du Rassemblement national, il y a une partie de la gauche qui est aussi du côté de la France insoumise depuis déjà longtemps et dans ses relations, dans sa vision du monde marquée par sa relation avec la Russie ou par l'anti-américanisme. Bref, tout cela nous oblige d'une manière ou d'une autre à une réaction, et c'est vrai, en termes d'investissement pour la défense, et donc à revisiter d'une manière ou d'une autre nos modèles. Quand François Fillon dit on se trompe de guerre, la menace existentielle immédiate, ce n'est pas Poutine, c'est l'islamisme. Et l'islamisme représente aussi une menace. D'ailleurs, le 26 mars prochain, au Dôme, avec plusieurs milliers de personnes, nous allons nous réunir, intellectuels, politiques, nous allons mobiliser contre cette menace que représente l'islamisme pour la démocratie et nos valeurs. Ça fait partie évidemment de mes combats, et nous l'avons vu avec cette montée, cette déferlante de la haine des Juifs et d'Israël. Mais il y a aussi c'est pas parce qu'il y a la menace islamiste qu'on ne doit pas regarder. François Fillon, il en minimise la menace russe. On ne peut pas le minimiser pour nous du fait du changement que représente, je suis prudent, le caractère imprévisible de la politique américaine. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, au fond, il y a, je ne veux pas simplifier les choses parce que c'est évidemment toujours beaucoup plus complexe, mais d'un côté, il y a la brutalité, le règne de l'argent, la remise en cause de l'état de droit, et de l'autre côté, cette vieille Europe, nos valeurs universelles, mais nous le partageons aussi avec le Canada, menacé par les États-Unis, avec l'Australie, qui travaille aussi avec nous sur ces questions-là. La vieille Europe, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et la Grande-Bretagne ont une vision du monde, une vision stratégique, possèdent l'arme nucléaire. Eh bien, il faut un réveil, et ce réveil, il est autour, des valeurs, de la démocratie, de l'état de droit, de la liberté. Pour moi et pour nous, ça doit compter. Manuel Valls, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une forme de traîtrise dans les propos d'un François Fillon ou de certains des politiques dont vous venez de parler? Non, de là, c'est des mots qui vont trop loin, et je fais attention, je suis prudent, mais prudent. Mais il y a une forme de renoncement, ça c'est clair. Il y a du renoncement. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu, au fond, une fascination vis-à-vis de la Russie, qui est évidemment un grand peuple, une grande culture, avec qui nous avons toujours eu des liens. Il y a une fascination toujours par rapport à la puissance, à la brutalité. Les mêmes qui sont fascinés par Poutine le sont aujourd'hui par Donald Trump. Non. Je pense que la remise en cause de l'ordre international tel qu'il a été conçu depuis la dernière guerre mondiale, d'un certain nombre de valeurs, de la démocratie, menacer le Canada, menacer le Groenland, menacer le Panama, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et au-delà de la critique que nous pouvons apporter à l'administration américaine, cela nous oblige surtout, nous, à réagir, et c'est ce qu'impulse le président de la République, et je m'en félicite. Vous avez eu cette expression, nous nous préparons à la guerre, encore un mot là-dessus. Les Français qui se disent favorables à un retour du service militaire obligatoire, 61%, c'est un sondage du journal Ouest France. Est-ce que ça veut dire que les Français, eux, sont dans une attitude presque aujourd'hui de capacité de défense ou de prendre à un moment les armes s'il le faut pour défendre la France? Mais ce peuple est très intelligent. Nos compatriotes sont très intelligents, ils ont le sens de l'histoire. Ils savent ce qu'a pu représenter 2 guerres mondiales. Ils connaissent le prix de la liberté et de la démocratie. Donc, il faut expliquer. C'est ce que fait le
président de la République, c'est ce que fait le Premier ministre, c'est ce que font les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, c'est ce que nous devons tous faire. Quels sont les enjeux? Pourquoi il faut investir demain sans doute 100 milliards dans la défense? L'Europe prend ses responsabilités. Il y a une course contre la montre parce que l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky représentent précisément cette liberté et cette démocratie. On cherche aussi évidemment un cessez-le-feu, la possibilité pour éventuellement des armées européennes de préserver ce cessez-le-feu demain face à d'éventuelles nouvelles agressions de la Russie. Donc il y a un débat aussi qui implique les diplomates parce qu'on veut que cette guerre s'arrête, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de la vassalité, pas au prix du renoncement, pas au prix de la fin de l'Ukraine. Est-ce que vous êtes inquiet sur la situation aujourd'hui? Est-ce que vous faites partie de ceux qui vous disent on est en train de vivre un point de bascule, globalement? Et d'une certaine manière, au cours de ces 20 dernières années, depuis le 11 septembre 2001, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et chaque moment nous y apporte. Ce qui évidemment est redoutable, c'est que la grande puissance américaine, notre allié, je continue de penser que ce sont nos alliés, c'est une grande démocratie, semble préférer d'autres types d'alliances. Et cela nous oblige à un réveil, à une très grande responsabilité. Donc ceux qui partagent d'ailleurs les mêmes visions du monde, de l'Europe et de la démocratie dans la vie politique française doivent être capables de se rassembler sur l'essentiel. Nous sommes sur l'essentiel. Nous sommes l'un de ces moments majeurs. J'avais écrit un petit livre sur le courage. Je terminais d'ailleurs avec un portrait sur Volodymyr Zelensky qui incarne ce courage. Mais nous sommes dans ces moments où il faut relire Churchill et De Gaulle pour nous rappeler à nos obligations et notre responsabilité.